Donc, on va discuter de deux sujets qui sont souvent connectés dans l'actualité, à savoir l'écriture épicène ou non genrée et l'accessibilité. Si vous êtes français ou francophone et vivez en France, vous avez dû être accablé par les dernières décisions de l'éducation nationale d'interdire le point médian à l'école. Et dans toutes les conversations sur le sujet, sont brandies les personnes dyslexiques comme une raison suffisante et sans besoin de plus de preuves d'interdire le point médian. Donc on va essayer d'aller un peu au-delà des faux débats à la française passionnés en écoutant deux personnes expertes ce soir. Donc on aura Sandrine Bourget-Lapointe qui nous parle depuis Montréal et qui est libraire, mais surtout, elle a développé une expertise en écriture épicène qu'elle partagera avec nous ce soir. Et on écoutera également Olivier Keul, qui est expert accessibilité et qui nous parlera d'un sujet que les UX writers affectionnent en général également, qui est celui de l'accessibilité portée par le contenu. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire. Cyril, as-tu lancé les sous-titres? Parce que moi, je ne les vois pas. Mais Alors, oui, je les ai lancés, mais je crois que chaque participant doit activer les sous-titres individuellement. c'est une bonne chose qu'on soit au courant. Euh, Voilà. Olivier et Sandrine, je vous demanderai donc de faire ça. Et moi, je chercherai comment le faire. Non, je veux dire, chaque personne qui veut avoir les sous-titres, chaque personne du Ouais, public doit les activer. Je ne peux pas d'accord. le faire à tout le monde. Est-ce que tu peux peut-être écrire ça dans le chat pour que les personnes qui ont besoin de les activer aient l'information? Ouais, je vais l'écrire à Ah, chaque fois. il y a lever la main, activer les sous-titres. Vous activez les sous-titres. Par défaut, c'est en anglais. Vous choisissez français, sauf si vous êtes un peu joueur. Et du coup, tout se passera bien normalement. Super. Eh bien, à vous pour les présentations. Donc, bonjour tout le monde. Merci Amandine et Cyril pour l'organisation de l'événement. Comme on disait, je vous parle en direct de Montréal, ce qui explique mon accent. J'espère que ça ne causera pas de problème pour votre compréhension, mais ça ne devrait pas. Vous pouvez me faire répéter s'il y a des mots que vous manquez. Donc, je vous parle d'une compétence que j'ai un peu développée à travers les années. Ça fait maintenant 7 ans que je fais de la formation et du conseil en écriture inclusive. J'ai une formation en littérature et en études féministes. C'est à travers laquelle j'ai pu développer ces réflexions que je poursuis en tant que chercheure indépendante. Aussi, j'aime penser les formations et les interventions que je fais par rapport à la question comme un travail qui est d'éducation activiste. Donc, c'est vraiment influencé par l'éducation populaire et tout ça. Donc, s'il y a des spécialistes, des linguistes dans la salle, n'hésitez pas à commenter si vous avez des commentaires sur le travail que j'aurais fait ou à m'écrire des messages. Donc, c'est avec grande humilité, mais beaucoup de plaisir que j'ai accepté l'invitation de UX Writers. Donc, on commencerait tout de suite. Je vais vous partager mon PowerPoint.
Donc, ma présentation s'intitule L'écriture inclusive est-elle accessible? Donc, grande question qui, comme Amandine le disait, fait partie de l'actualité française, mais un peu moins au Québec, justement parce que je pense qu'on s'obstine un peu moins. Mais le débat français nous permet de réfléchir à la question vraiment à partir de, de prendre la question comme un sujet chaud. Donc, accessible, l'inclusive, pas de toutes les manières, pour tous les publics et dans tous les contextes. Donc, c'est le premier constat qu'on peut en faire. Donc, on va réfléchir ensemble dans une présentation d'environ 45 minutes à comment on peut réfléchir les différents paramètres et penser aux différents publics auxquels on voudrait s'adresser de la manière la plus inclusive possible. Il y a actuellement encore très peu de recherches sur l'actualité. C'est souvent sur l'accessibilité de l'écriture inclusive. C'est souvent plus des opinions, des impressions que les gens ont, que ça nuirait à certains lectorats, à certains auditorat. Il y a des facteurs plus concrets comme avec les logiciels de lecture, mais on va voir ça plus avec Olivier par la suite. Mais on en parle beaucoup, mais c'est ça, c'est important de savoir qu'il y a encore peu de recherches scientifiques qui ont été faites. Puis c'est encore dans des contextes avec des bons lecteurs, souvent, que ces recherches ont été faites. Donc, toujours une possibilité, d'après moi, même si c'est l'écriture inclusive et certaines techniques sont moins accessibles que d'autres, il y a toujours une façon de pouvoir s'exprimer de manière plus inclusive, de manière à ne pas invisibiliser certaines parties de la population. Puis j'en ai la croyance intime, sinon je ne serais pas là, mais aussi c'est quelque chose que j'essaie d'expérimenter 365 jours par année depuis plusieurs années, donc je vous propose de me croire. Donc, tout d'abord, pour réfléchir à la question, il faut refuser la caricature. Donc, l'écriture inclusive n'est pas seulement le point médian. Donc, j'ai l'impression que le débat tourne beaucoup autour de ce point médian, mais il existe plusieurs autres stratégies pour avoir une technique de rédaction qui inclut plus de gens. Et contrairement à ce que plusieurs personnes peuvent penser, et surtout les détracteurs de cette écriture, c'est pas complètement sans logique. Ça fait plus d'une 50aine d'années que la question de la rédaction inclusive se pose et que plusieurs militantes, mais aussi des personnes linguistes imminentes s'y sont arrêtées. Donc, je nomme rapidement, Eliane Bienot, qui a écrit plusieurs livres sur le sujet, Julie Abou, qui travaille fort actuellement, Céline Labrosse, dans un contexte plus québécois, mais il y en aurait tellement d'autres. Et Suzanne Zakour aussi, avec son manuel de grammaire non sexiste et inclusive, qui a été publié en 2019, non, peut-être 2018, mais dans les dernières années. Donc, qu'est-ce que j'entends par écriture inclusive? Et je décide d'utiliser ce terme, malgré qu'il est galvaudé un peu. Je le prends comme une formule parapluie, un peu comme queer ou d'autres formules. Donc, il y a une multiplicité de façons de s'exprimer de manière inclusive, donc avec des majuscules, le fameux point médian, des tirets, des formulations qui viendraient marquer ou non le genre des personnes. Donc, l'écriture inclusive est un ensemble de méthodes, je l'ai déjà dit, mais c'est d'abord et avant tout une posture critique sur la langue. Donc, un refus du sexisme linguistique,
volonté de repenser certaines décisions qui ont été prises par rapport à la langue pour la faire évoluer. Donc, c'est une façon justement de faire évoluer la langue, de la faire avancer et non de l'appauvrir, dans le fond. Donc, réfléchir l'usage du genre grammatical. Donc, c'est surtout ça qui vient questionner les pratiques. Dans le fond, on vient refuser cette hiérarchisation qui a été faite entre le genre grammatical masculin et le féminin. Donc, aussi, certaines personnes linguistes qui refusent de s'arrêter à la question vont dire que le genre grammatical et le gender ou le genre social, c'est pas la même chose. Toutefois, dans l'usage, on voit depuis plusieurs années, quand on parle de personnes, il y a une adéquation qui est faite entre le genre grammatical et le gender. On essaie de marquer à travers la façon dont on s'exprime. Donc, à mon sens, c'est caduc comme argument de dire, ça n'a pas été, c'est pas la même chose, ça n'a peut-être pas été pensé de cette façon-là quand la règle a été écrite au 17e siècle, quoique on peut se poser des questions, mais dans l'usage en ce moment, il est important de réfléchir comment, justement, visibiliser pas seulement le masculin à travers un masculin universel, mais de visibiliser le genre féminin et la diversité de genre. Et c'est un savoir qui est principalement, tantôt je vous disais, il y a quelques linguistes qui s'y intéressent, mais c'est un savoir qui a été principalement porté par les milieux féministes, mais aussi par les personnes concernées dans la diversité de genre. Donc, c'est ces personnes-là qui vont proposer des stratégies et qui vont en amener dans l'usage. Donc, c'est important d'écouter, pas seulement des spécialistes reconnus par l'institution, l'université, les centres de recherche, mais de voir ce qui se passe aussi sur le terrain, parce que c'est un savoir qui a évolué de manière non, pas top-down, contrairement grassroots. Donc, ça vient de la base. C'est ça, c'est un savoir qui a été militant et qui peut se réfléchir à travers l'évolution de la langue. Et bien sûr, ça change selon les contextes linguistiques. Moi, j'évolue plus dans le contexte québécois, mais je lis plusieurs publications un peu partout dans la francophonie, mais aussi pour l'anglais, surtout pour les diversités de genre. Il y a peu de choses encore qui ont été écrites en français. En tout cas, il y en a un peu moins. Donc, je vais aussi aller consulter des ouvrages américains. Vous verrez dans ma bibliographie, américains ou canadiens anglais, là, ou d'un peu partout dans le monde, en anglais. Mais ça peut évoluer. Dans le contexte québécois, c'est des choses qui se discutent depuis bon nombre d'années. Par exemple, l'Office québécois de la langue française a statué par rapport à la féminisation des noms de métiers en 79. Donc, depuis 79, la féminisation est non seulement acceptée, mais encouragée. Il y a eu des discussions en France autour des mêmes années, je dirais peut-être comme début 80, mais est-ce que ça a été encouragé à partir de ce moment-là? Je ne sais pas. Aussi, dans le contexte québécois, on n'a pas le poids de la tradition, on est un peu moins loin. On est moins proche de l'Académie française. On a des structures peut-être un peu moins lourdes pour réguler la langue. Donc, ça nous permet de réfléchir la question un peu plus librement, mais aussi, c'est ça, en n'étant pas... Le centre de la francophonie, c'est plus facile des fois de faire parler les marges. Sinon, c'est sûr, l'écriture inclusive ou la rédaction inclusive, la communication inclusive, c'est quelque chose qui concerne toutes les situations de communication. Donc, c'est quelque chose qui influence l'ensemble de notre quotidien puis des contacts qu'on a avec les autres. Donc, par
par écriture inclusive, j'inclus la féminisation de la langue, la rédaction épicène et la créativité linguistique ou langage non-binaire. Donc, la féminisation que vous connaissez bien, je vais passer quand même assez vite sur ces aspects-là, c'est de marquer le genre, de refuser justement d'utiliser le masculin comme universel. Donc, on veut vraiment visibiliser aussi le genre féminin. Donc, à travers l'inclusion des 2 genres grammaticaux. Pour l'épicène, oups, j'ai une petite faute d'orthographe dans mon, dans mon PowerPoint, il y a un « i » qui s'est glissé, mais la rédaction épicène, c'est plutôt à travers un non-marquage, un langage qui est globalisant, qui voudrait être applicable à tous les sujets de genre. Donc, un terme qui est épicène, c'est un terme qui vient de la linguistique, serait comme un chandail ou un T-shirt qui va à tout le monde. Donc, c'est un mot qui peut convenir à tout le monde, ou des phrases. Et le langage neutre et français non-binaire, c'est vraiment plus... c'est porté surtout par les communautés queer, trans et militantes, mais on veut marquer le genre, mais des personnes, des diversités de genre, donc à travers l'explosion du carcan binaire des 2 genres grammaticaux traditionnels. Donc, on veut créer des mots, créer des structures de phrases qui incluraient plus de gens que simplement le féminin et le masculin. Pourquoi changer la langue? Je pense que c'est bon. OK. Donc, je vais passer assez rapidement sur les différentes méthodes, mais surtout sur l'explication des différentes méthodes, mais je vais m'arrêter surtout sur comment on pourrait les utiliser pour qu'elles soient le plus accessibles possible à différents publics. Mais si vous avez besoin d'une petite mise à jour, peut-être, par rapport à certaines méthodes. J'ai, en 2020, fait une petite capsule avec l'Institut de recherche et d'études féministes de Montréal. Donc, vous pouvez aller visionner cette capsule-là, que vous retrouverez aussi dans ma bibliographie. Donc, tout d'abord, le dédoublement, le doublet, c'est bien sûr d'utiliser à la suite le féminin et le masculin. Vous pouvez varier l'ordre comme vous voulez. Donc, au singulier s'utilise au « ou », comme dans l'exemple suivant. Le nouveau conjoint ou la nouvelle conjointe de ma sœur sera fantastique. J'en suis certaine. Si votre sœur est bisexuelle ou pansexuelle, vous ne connaissez pas nécessairement le genre de la nouvelle personne qu'elle fréquente. Donc, vous pouvez aller avec une phrase comme ça. Sinon, au pluriel, vous y allez tout simplement avec le « et ». Les étudiantes et les étudiants doivent penser à remettre leurs travaux à temps. Et si vous avez un terme épicène, vous allez dédoubler seulement le déterminant. Donc, le ou la titulaire de ce compte. Le problème du dédoublement, c'est vraiment l'accord, parce que dans une perspective de refuser la hiérarchisation entre le genre masculin et le féminin, cette fameuse règle du masculin qui l'emporterait sur le féminin est remise en question. Donc, l'accord traditionnel d'une phrase où vous auriez un sujet féminin suivi d'un sujet masculin serait un accord au masculin. Toutefois, il y a d'autres options qui proviennent soit du français ancien, du latin, comme l'accord de proximité. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. L'accord de proximité, c'est d'accorder selon l'ordre des constituants. Donc, si vous avez d'abord le masculin et ensuite le féminin, vous allez accorder avec le plus proche, donc le féminin. Donc, c'est un accord qui s'appelle aussi l'accord de voisinage. Donc, ici, dans l'exemple suivant, les étudiants et les étudiantes sont préoccupés par leur fin de session. Donc, vous voyez, on accorde avec
le dernier qui est au féminin pluriel, donc on vient accorder ici. Les danseuses et les danseurs étaient fabuleux dans ce spectacle. Et les chiens et les chiennes adoptés sont très enjoués. Donc, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part, c'est un peu... c'est de revenir un peu aux origines avant que l'utilisation de la langue, que la langue française soit plus réglée, dans le fond, à travers les premières grammaires, les premiers dictionnaires, où on est venu énoncer cette hiérarchisation des genres grammaticaux. Donc, c'est ça, c'est de revenir un peu à certaines origines. Il y a certaines personnes qui vont régler l'ordre des constituants en utilisant l'accord de proximité, donc de faire des propositions comme toujours commencer par le féminin quand vous avez 2 sujets. Comme ça, vous allez accorder de manière normée en suivant l'accord de proximité. Mais dans d'autres contextes, l'accord de proximité va être fait de manière plus libre, donc ça va être vraiment au choix de la personne qui fait la rédaction de placer le féminin ou le masculin en premier pour régler son accord. C'est certain que comme c'est pas un langage, en fait, comme c'est pas normé et reconnu par toutes les institutions, une petite note pour dire j'utilise l'accord de proximité est appréciable, est apprécié. Donc, comme ça, vous ne vous ferez pas poser de questions. Il y a aussi d'autres façons d'accorder, dont l'accord de majorité. Si vous avez plusieurs sujets, une grande majorité de sujets féminins et un masculin, vous pouvez user de l'accord de majorité, surtout dans des contextes où on veut visibiliser la plus grande présence d'un genre. Ça peut être pertinent, ou même dans un contexte informel d'une équipe de travail ou des trucs comme ça. Donc, ça peut être intéressant. Ou encore l'accord mixte avec une graphie tronquée. On reviendra à la graphie tronquée et le point médian un peu plus loin. Mais vous pouvez y aller sans femme et un enfant. Donc, de manière traditionnelle, on devrait accorder au masculin, mais là, on y va avec le point médian. Donc, à l'intérieur d'un mot, on pourrait avoir le féminin et le masculin. Donc, les plus et les moins du dédoublement et du doublet, c'est certain que la féminisation, le dédoublement permet de visibiliser les sujets féminins, de ne pas employer nécessairement de néologisme. Donc, à l'oral, ça s'utilise très bien et il y a une facilité de compréhension. On n'utilise pas de mots qui ne sont pas dans le dictionnaire ou qui sont non normés. Donc, c'est ça, c'est le positif. Toutefois, le point négatif, c'est bien sûr qu'avec le dédoublement, on n'arrive pas à avoir une représentation plus large que la binarité des genres, donc pas une représentation complète de la société. Et bien sûr, ça vient alourdir aussi le texte puisqu'on a 2 mots, qu'on vient dédoubler le sujet plutôt qu'utiliser seulement le masculin inclusif. Donc, c'est certain qu'on a plus de mots. Mes conseils d'accessibilité, quand vous utilisez le dédoublement, c'est de l'utiliser de pair avec l'écriture épicène pour diminuer le nombre de doublets. Donc, si vous avez des formules qui réfléchissent, est-ce que je dois marquer le genre des sujets? Est-ce que je pourrais avoir une phrase, justement, qui vient pas genrer? Ça va diminuer le nombre de dédoublements que vous allez avoir à faire. Aussi, je vous en ai parlé un peu, mais régler l'ordre des constituants pour régler votre accord si vous décidez de ne pas utiliser de graphie tronquée. Donc, ça peut régler votre problème et éviter, parce que dans un cas minime, dans très peu de cas, ça peut causer l'accord de proximité peut causer des difficultés de compréhension puisque
le genre grammatical n'a pas traditionnellement la possibilité d'être générique, donc d'inclure tous les sujets. Donc, des fois, ça va peut-être déplacer le sens ou pas créer les bonnes images mentales, en fait, qu'on voudrait avoir. Donc, ça, c'est important à surveiller. Donc, c'est ça, des fois, de régler l'ordre des constituants, ça peut régler ce problème-là. Mention de reconnaissance des personnes non-binaires et explication du choix. Donc, si vous y allez avec cette méthode qui est le dédoublement, ben d'écrire une petite note justement que vous êtes consciente de la limite de cette méthode-là, ça peut être intéressant. Puis ça peut, surtout dans certains cas, être très pertinent. Donc, si je poursuis avec les extensions, les graphies tronquées, j'ai vu aussi abréviation. Il y a plusieurs façons de l'appeler, mais dans le fond, la technique qui demande une extension du mot, donc de venir placer le masculin et le féminin à l'intérieur d'un même mot en utilisant un symbole typographique, un symbole de ponctuation. Il y a plusieurs symboles qu'on peut utiliser et on verra peut-être tantôt avec Olivier s'il y a certains symboles qui sont plus facilitants pour la lecture avec des logiciels de lecture d'écran. Mais il y a quelques années, par exemple, du moins au Québec, on utilisait beaucoup la parenthèse. Là, maintenant, c'est presque unanimement plus le point médian. Donc, je peux m'intéresser surtout à celui-là. L'intérêt du point médian, c'est bien sûr qu'il n'y a pas d'autres fonctions en français. Donc, il n'y a pas de charge symbolique qui viendrait, comme par exemple la parenthèse, qui est plus de mettre de manière facultative un élément, donc on n'est pas obligé de le lire, ou justement le trait d'union, on vient faire une césure, on vient diviser. Le point médian, à l'origine, servait à diviser les mots. Il a été remplacé par l'espace, donc n'est pas utilisé vraiment de d'autres façons en français. Donc, ça pourrait être justement la ponctuation de l'écriture inclusive. C'est quand même intéressant de le penser comme ça. C'est par sa petitesse et sa place dans le mot. Donc, ça vient, contrairement au point de fin de phrase qui est en bas, qui vient vraiment faire un arrêt, dans le fond, dans notre... on est programmé depuis qu'on est enfant, quand on voit un point, on fait un arrêt. Le point médian, justement, ne vient pas chercher ces habitudes-là qu'on a bâties à travers le temps. Donc, on peut l'utiliser de plusieurs façons. On peut séparer le genre et le nombre avec 2 symboles typographiques ou en utiliser un seul. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs façons d'utiliser le point médian. Dans ce tableau-là, on voit plus avec des terminaisons courtes. Donc, c'est facile. Mais quand on a des mots qui ont des terminaisons plus longues, ça peut poser des questions. Donc, il y a plusieurs guides, dont celui de mots-clés que je vous recommande, il sera dans ma bibliographie, qui vont montrer vraiment des tableaux avec les différentes terminaisons. Donc, vraiment, je trouve ça très aidant. Donc, vous voyez administratif, administrative, et là, on fait le choix de mettre 2 symboles typographiques pour venir séparer le genre et le nombre. On nous offre aussi une formule dans ce guide, donc qui est quand même intéressant pour penser la façon dont on va faire les choses. Donc, on a la racine du mot, on y ajoute
le suffixe masculin, donc la terminaison masculine, on vient au complet, on vient placer un point médian, ajouter le suffixe féminin, et si c'est au pluriel, dans le cas de ce tableau, on vient mettre un autre symbole, mais on pourrait tout simplement ajouter le S à la fin de la terminaison féminine. Donc, je n'ai pas les codes clavier français parce que je me disais que vous les connaissiez bien, et peut-être, je pense que Olivier les aura. C'est pas les mêmes que ceux du Québec, donc je pouvais pas les tester. Mais c'est ça. Comme on disait, ça pourrait devenir une façon d'investir frontalement l'enjeu discursif et social de l'égalité homme-femme en attribuant à un symbole typographique ce rôle de servir à la féminisation. Donc, ça, c'est quand même fort comme mouvement. Donc, c'est ça. Toutefois, bon, si on y va avec les plus et les moins et questions d'accessibilité par rapport à ça, par rapport au point médian et autres graphies tronquées, il y a bien sûr que c'est une façon de montrer la diversité des sujets. Donc, à l'intérieur d'un même mot, on a le masculin, le féminin, on a la possibilité d'entre deux. Donc, c'est intéressant d'une manière de diversité des genres. Ça nous permet aussi une économie d'espace et de mots. Donc, on n'a pas, comme dans le dédoublement, deux mots, mais un seul mot qui a les genres inclus à l'intérieur de lui. Donc, dans les points négatifs, il y a bien sûr, ça demande de la pratique. Donc, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain comment bien utiliser un point médian, mais aussi comment le faire. Donc, ça demande une certaine réflexion. C'est malheureusement des formules tronquées. C'est pas lisible à l'oral, donc c'est pas la bonne façon la bonne technique à utiliser quand vous voulez, par exemple, écrire une communication, une conférence. Donc, et bien sûr, ça vient limiter la lecture pour certains publics. Donc, certains symboles vont empêcher la lecture d'écran, ou sinon, si vous avez des personnes apprenantes du français, des fois, ça peut complexifier. Si c'est simplement avec des terminaisons courtes, ça ne devrait pas causer problème. Puis, il y a certaines études qui venaient montrer que ça s'apprend très facilement. Entre autres, l'étude suisse que je vous ai mis dans la bibliographie. Donc, avec des gens qui apprennent le français ou ont déjà une bonne facilité à lire, de juste incorporer l'utilisation du point médian. C'est pas extrêmement complexe, mais à partir du moment où on a des conditions qui viennent complexifier la lecture, là, c'est pas le seul facteur qui peut influencer, c'est la grosseur de la police, le nombre de mots par ligne vont venir complexifier. Donc, oui, si vous avez des sujets qui sont dyslexiques, oui, ça va venir complexifier, mais encore une fois, ce n'est pas la seule méthode qui existe pour faire de l'écriture inclusive. Donc, cet argument n'est pas faux, mais il faut faire attention de ne pas sortir à tous les vents, dans le fond, et de réduire l'écriture inclusive au seul aspect de ce point médian. Donc, c'est ça. Les logiciels de lecture d'écran et les correcteurs, bien sûr, évoluent et comme le point médian est de plus en plus utilisé, ben, c'est ça, les choses évoluent, donc c'est pas un obstacle qui est là pour toujours. Donc, j'imagine que les différents logiciels vont prendre en considération ces changements.
Donc, il faut aussi pas prendre ça comme un obstacle pour toujours. Donc, bien sûr, si vous avez un très grand nombre de graphies tronquées, vous n'utilisez pas cette méthode de la bonne façon. Donc, il y a aussi les capacités de rédaction de la personne qui sont à prendre en compte. C'est ça. Donc, je vous recommande de l'utiliser de pair avec la rédaction épicène, dont on va parler tout de suite après. Donc, de réfléchir si vous avez à genrer le sujet ou non. Donc, ça va diminuer le nombre de graphies tronquées que vous aurez. Ensuite, ma proposition est d'utiliser un signe plutôt que deux. Donc, ça pourrait justement diminuer les ruptures dans le mot et aussi de vraiment être systématique dans la façon dont vous utilisez, dont vous coupez votre mot, de vraiment vous assurer que c'est la terminaison complète. Donc, c'est pour ça que j'aime tant le guide de mots-clés, c'est qu'avec sa formule, ça nous permet d'être systématique dans la façon dont on écrit, dont on utilise les graphies tronquées. Donc, limiter l'utilisation à certaines flexions. Oui, il y a dans certains guides que j'ai eu à réviser ou que j'ai eu l'occasion de lire, des fois, on vient mettre une limite. Si la terminaison est plus de 3 lettres, on ne va pas utiliser la graphie tronquée parce que ça demande une gymnastique mentale qui est trop importante au lecteur. Donc là, ça vient bloquer la lisibilité du texte. Donc, on va proposer autre chose. Donc, pour des personnes, par exemple, qui travaillent avec des personnes en alphabétisation ou avec des apprenantes de la langue ou dans des contextes où il y a des cas de dyslexie. Donc, ça peut être intéressant de penser à des limitations dans votre utilisation du point médian. Sinon, utiliser en dernier recours, oui, c'est ça. Une fois que vous avez utilisé les autres techniques, que vous avez pensé à la rédaction épicène, là, j'arriverai avec les graphies tronquées. Donc, c'est vraiment de pas nécessairement prioriser cette technique. C'est certain que si vous écrivez un ouvrage qui s'adresse à des personnes universitaires, des chercheurs qui n'ont pas de difficulté, qui est de toute façon un ouvrage de 450 pages, vous pouvez utiliser les graphies tronquées. Vous n'avez pas un public vous avez un public averti. Donc, vous avez un public de bons lecteurs, bonnes lectrices. Donc, ça serait... Vous n'êtes pas dans le même contexte. Il faut vraiment, tu sais, avec l'écriture inclusive, c'est ça, c'est de réfléchir à votre contexte, réfléchir au public de votre texte. Donc, là, c'est pour ça que je trouve que de bannir complètement l'utilisation du point médian, c'est pas la bonne solution, mais d'y penser en contexte, c'est inévitable, puis c'est très important de le faire. Pour l'épicène, justement, c'est de trouver des façons d'écrire les phrases qui ne viennent pas marquer le genre des sujets. Donc, des tournures de phrases c'est ça, qui cherchent à être englobantes, qui cherchent à convenir à tous les sujets. Donc, j'ai des exemples ici. Nous ne tolérons pas l'irrespect envers qui que ce soit. Quiconque nuit au calme de cette ruelle aura mauvaise réputation. Il y a plusieurs types de termes épicènes, puis je ne vais pas m'arrêter à ça, mais il y a plusieurs ouvrages qui vont définir la chose. Donc, je vous donnerai seulement certains trucs pour utiliser l'épicène. Donc, de penser, si vous avez... dans le fond, si à la place d'utiliser des termes qui sont genrés, comme tuteur, tutrice, de penser au nom de la fonction de la personne. Donc, personne qui s'occupe du tutorat, du responsable à la coordination, la présidence, d'avoir recours à des génériques comme le personnel, la cohorte. Aussi, si vous avez des termes épicènes donc, qui se disent de la même façon
au féminin, au masculin, le ou la responsable, ben, si vous l'utilisez au pluriel, des fois, ça vous permet d'effacer les marques de genre. Aussi, il y a des pronoms qui sont indéfinis, donc quiconque, plusieurs. Donc, ça, c'est les petits trucs pour utiliser l'épicène. L'épicène permet de respecter un français normé, inclut bien sûr les sujets de tous les genres, donc ne vient pas asseoir une représentation binaire comme le dédoublement peut le faire, et s'utilise très bien à l'oral, donc accessibilité pour tous les lectorats. Demande aussi de la pratique, puis au début, on peut avoir l'impression que ça ne nous permet pas d'être aussi précis que d'autres formes de rédaction nous donneraient, ou aussi humain, parce que des fois, on va déplacer le focus. À la place de parler, comme tantôt, de ma tutrice ou de mon tuteur, ben, du service du tutorat, ben là, on vient un peu déplacer le focus. Et aussi, on vient effacer la distinction entre les genres. Donc, si on parle de réalité ou d'un milieu de travail où justement les femmes sont assez minoritaires, puis ben, on ne vient pas renforcer à travers le langage, on ne vient pas visibiliser à travers le langage la présence de certaines femmes. Donc, ça, c'est à utiliser aussi en connaissance de cause. Conseil d'accessibilité, il n'y en a pas parce que ben, ça serait d'essayer d'être le plus clair possible avec cet outil-là, de l'avoir en tête, puis de se demander, est-ce qu'il y a une façon que je pourrais dire cette phrase, que je pourrais donner cette information sans avoir à genrer nécessairement. Ça nous demande de changer un peu nos habitudes. Donc, mais c'est une méthode qui est plutôt accessible. Je vous parle de créativité linguistique juste pour cibler certaines techniques qui n'utilisent pas le point médian parce que, comme on l'a vu plus tôt, les graphies tronquées permettent de représenter aussi une certaine diversité de genres. Donc, il y a d'autres techniques qui n'utilisent pas de graphie tronquée, donc dont les combinatoires. Donc, c'est la création de néologismes, de nouveaux termes qui viennent qui viennent combiner la formule féminine et masculine pour créer un terme qui serait non-binaire ou mixte. Donc, des termes comme, ben dans le fond, c'est un peu ce qui s'est passé avec la création du pronom « yel ». Donc, on a le « il », le « elle » et la transformation en un pronom qui serait non-binaire. Donc, des formules comme « auteuriste »,« formateuriste », bon, taon. Donc, il y en a plusieurs. Je passe vite, mais c'est pas pour caricaturer, mais juste pour montrer que là, on vient plutôt créer des mots qui sont non-binaires, neutres, donc sans symbole. Il y a aussi certaines personnes qui vont proposer l'utilisation de nouvelles sonorités, donc investir des voyelles comme le « ul », le « al », le « ol », qui n'ont pas justement cette charge genrée. Donc, en créant des termes comme contributeur. Donc, contributeur, contributrice, contributeur. Lecteur, lectrice, lecteur. Donc, une espèce de, sous une logique peut-être de troisième genre, troisième possibilité. Donc, il y a cette stratégie-là. Mais sinon, il y a plusieurs manipulations créatives qui sont plus ou moins accessibles les unes que les autres. Mais je voulais nommer surtout ces deux-là parce que c'est ça, c'est des formules qui, oui, demandent soit une note ou un lexique pour expliquer, ben, ce terme-là est un néologisme, mais se comprennent assez bien et se lisent aussi, s'utilisent à l'oral ou à l'écrit de manière
sans causer de difficulté à la lecture. Donc, les plus, bien sûr, transformation du système de genre, et le moins, ben, il faut s'adresser à un public qui est initié ou mettre une petite note, un lexique. Donc, privilégier des formules sans symbole typographique, c'est mon conseil d'accessibilité pour ça. Mais c'est un domaine qui est en expansion et très foisonnante, donc je ne voulais pas m'attarder trop longtemps sur ça. Donc, comment choisir la bonne méthode? C'est bien sûr en ayant en tête comme premier critère la lisibilité. Est-ce que c'est compréhensible ce que j'écris? Est-ce que je dois ajouter d'autres explications? Aussi la cohérence. Vous pouvez utiliser plusieurs techniques, comme tantôt, vous voyez dans mes petits conseils d'accessibilité, vous pouvez utiliser l'épicène et le dédoublement, l'épicène et la graphie tronquée, mais de les utiliser de manière cohérente. Donc, par exemple, les graphies tronquées, si vous utilisez un symbole, vous utilisez un symbole tout le long. Vous n'allez pas vous mettre à utiliser parfois 2 symboles. Donc, ça, c'est important aussi pour la... Ben, vous avez l'air de savoir ce que vous faites. Sinon, est-ce que c'est un lectorat, un auditoire? Aussi, juger des capacités, des limites du public. Donc, garder en tête, un peu comme quand on choisit un local pour un événement, ben, on se demande, c'est qui mon public? Quels critères je dois considérer pour, est-ce que je vais avoir des enfants dans ce public-là? Est-ce que je vais avoir des personnes en fauteuil roulant? Donc, c'est une liste de critères qu'on a dans tous les choix qu'on fait. Aussi, accessibilité, est-ce que c'est un texte qui est en ligne ou c'est un texte qui est sur papier? C'est des choix qui vont être différents. Et est-ce que j'ai besoin de mettre une note de bas de page pour expliquer? Moi, mon conseil, c'est de savoir expliquer, puis c'est toujours bien. C'est sûr que si c'est un slogan de pub, vous n'allez pas nécessairement expliquer la façon dont vous l'avez écrit, mais si c'est un article scientifique, c'est important, c'est intéressant. Même moi, j'adore ça, lire la réflexion derrière les choix. C'est, à mon sens, dans la recherche, un critère qui est aussi important que vos références théoriques, les choix que vous avez faits sur le plan du langage. Donc, moi, j'incite toujours les gens à mettre des notes. Citer des sources. Il y a des livres dans des maisons d'édition consacrées qui ont été publiés, donc n'hésitez pas à mettre des sources, ça sort pas de votre tête. Aussi, ben, la rédaction inclusive, c'est pas une traduction, c'est pas un texte qui a été écrit au masculin inclusif que vous traduisez de manière inclusive. C'est pas comme ça que ça devrait être pensé. Ça devrait, au moment de la rédaction, être un mode de pensée que vous activez. À qui je m'adresse? Là, je réfléchis comment je vais écrire mon texte. Si j'écris un texte pour la jeunesse, je ne vais pas l'écrire de la même façon que si je parle à des universitaires. Donc, c'est toujours des choses qu'on a en tête. Ce n'est pas des nouvelles cases qu'on doit créer. Donc, dans quel contexte? Est-ce que c'est formel, informel? Est-ce que je connais le genre de la personne? Est-ce que c'est privé, public? Sur quel médium? Est-ce que la revue dans laquelle je vais écrire cet article-là a déjà une politique de rédaction inclusive? Donc, c'est toutes des choses qu'il faut se poser comme question. Quelles sont mes valeurs? Les valeurs que je représente, est-ce que je parle en ma seule personne ou au nom d'un groupe, au nom d'une compagnie? Puis quelles sont, d'après moi, les limites du lectorat, en faisant très attention de ne pas sous-estimer non plus le lectorat et ne pas limiter leur lecture. Donc, je voulais passer rapidement sur des exemples de petites notes de féminisation. Je ne sais pas si c'est courant en France, mais au Québec, on utilise souvent on voit souvent dans des documents des petites phrases comme ça. Le masculin est utilisé pour alléger le texte et sans préjudice pour la forme féminine, ou des variations autour de cette phrase-là.
une maison d'édition qui le fait très, très, très bien. Selon moi, c'est la maison d'édition Cambourakis, notamment dans la collection Sorcière. Ils viennent vraiment, au début de chaque titre, expliquer quelle utilisation ils ont eu du langage. Donc, celle-là me parlait bien. Les auteurs privilégient le E majuscule, des pronoms neutres yel et yel-même, visant à appuyer une visibilité féministe et à favoriser une multiplicité des genres au sein des situations et des personnages. Les rares paroles non démasculinisées sont portées dans le récit par des personnages hermétiques, voire hostiles aux questions féministes. Donc là, c'est très, très clair qu'est-ce qu'on a voulu faire avec le langage. Je vous ai mis aussi un exemple de texte jeunesse parce que ça se fait aussi pour la jeunesse. C'est intéressant de guider la lecture. Cette note-là va peut-être pas être lue par les jeunes, mais ça peut être lu par la personne qui va accompagner la lecture. Donc, c'est très pertinent aussi de définir, puis peut-être de donner des arguments aux adultes qui vont lire avec les jeunes. Pourquoi, puis comment ça a été utilisé. Donc, je pense que dès le plus jeune âge, on peut initier les lecteurs, les lectrices, les lectrices à ces formes, par exemple, le pronom « yel », par exemple, bien sûr, les formulations épicènes, ça, on en lit tous les jours sans s'en rendre compte, mais que les mots génériques, représentent plein de gens différents. C'est intéressant de le nommer avec l'enfant. Puis aussi, il y a quelques points médians aussi dans ce texte-là. Donc, mais seulement avec des formulations courtes, avec des terminaisons courtes. Puis ici, on vient de donner des indications. La personne qui lit à haute voix devra choisir sa prononciation, donc de le dire au masculin, au féminin ou de dire les deux. Donc, on accompagne la lecture de ça. Bien sûr, à la première marque de finalisation, vous pouvez mettre une petite note, mais ça, c'est des choses que vous connaissez. Mais c'est ça, c'est toujours intéressant de le faire. C'est ça. Dernière petite réflexion, parce que je vois que mon temps s'écoule. Donc, sensibiliser plutôt que standardiser. Vous avez vu dans ma présentation, je vous ai présenté les différentes méthodes. Je vous ai dit, OK, dans ce contexte-là, on peut utiliser telle technique, l'épicène avec la graphie tronquée. Si on avait des règles, souvent, quand on vient mettre des règles, on arrête de penser. Mais c'est intéressant de garder, de profiter même de cette fluidité, cette liberté qu'on a dans l'utilisation de la langue pour l'inclusif pour l'instant. Ça nous permet de vraiment adapter la question selon le contexte de rédaction. Aussi, il peut être intéressant, si vous travaillez en équipe de travail, de réfléchir la question avec vos collègues, de rédiger des politiques de rédaction pour outiller des gens qui seraient moins familières avec l'écriture inclusive. Dans le fond, mon Dieu, une autre... sinon, c'est pas... dans le fond, des constats. Je m'excuse, je commence à fatiguer. Les constats pour terminer, ça serait, oui, il reste du travail à faire, il reste des études à faire vraiment sur est-ce que ça a un impact sur la dyslexie, est-ce que ça, comment on peut penser à un langage plus inclusif au grand nombre. Mais le veto, comme celui qui a été mis par l'éducation, la personne en charge de l'éducation, n'est pas la bonne solution. Premièrement, parce qu'on vient caricaturer ce qu'est l'écriture inclusive, mais on vient aussi créer des camps, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Mais pourtant, on doit investir pour faire des recherches, pour réfléchir à la question, puis pour pouvoir avancer et avoir comme des techniques, puis que les personnes les plus connaissantes de la langue s'intéressent à la question, dans le fond.
Donc, et mon constat, ce serait oui, le point médian n'est pas parfait, n'est pas un outil accessible de manière universelle, mais ce n'est pas un mauvais outil pour autant. Donc, surtout avec des terminaisons courtes, c'est quelque chose auquel on peut s'adapter dans une majorité de contextes. Donc, ça peut être intéressant. Pour terminer, sur un peu d'espoir, dans le fond, la question, ben, il y a eu plusieurs articles. Là. Dans le fond, en septembre 2020, il y a plus de 65 linguistes francophones qui ont publié une lettre dans Mediapart qui disait avoir envie de réfléchir à la question, avoir envie de penser la langue pour qu'elle soit plus inclusive. Donc, puis nommer le besoin de réflexion collective pour avoir plus de statistiques, pour avoir plus de cas. Donc, je vous lis la citation. Quant à la question d'une réflexion collective sur les difficultés de lecture et d'apprentissage du français, que viendrait compliquer l'écriture inclusive ou ce qu'on pense être l'écriture inclusive, celle-ci reste ouverte. Mais plutôt que de mettre un veto sur l'emploi des points médians, ne vaudrait-il pas mieux envisager une réforme et une rationalisation de l'orthographe? Donc, une réflexion qui serait plus globale, qui serait plus large. Pour notre part, nous sommes prêts à parce qu'ils ont utilisé le féminin inclusif dans cette lettre, nous sommes prêtes à y travailler. Donc, moi, je trouve ça excessivement enthousiasmant de voir que 65 linguistes francophones d'une grande éminence, dans le fond, veulent s'intéresser à la question de l'écriture inclusive. Et il y a des profs aussi qui ne veulent plus enseigner justement cette fameuse la hiérarchisation entre les genres. Donc, je vais lire la citation. D'autres mesures travaillant à l'expression d'une plus grande égalité dans la langue sont nécessaires, donc d'autres façons que le point médian. Mais le plus urgent est de cesser de diffuser cette formule qui résume la nécessaire subordination du féminin au masculin. Donc, le plus urgent, selon cette lettre de 2017, c'est de penser au sexisme linguistique, de le refuser, de le réfléchir. Donc, et de cesser d'enseigner aux jeunes que le masculin l'emporte sur le féminin. Même si je sais que la formule n'est plus celle qu'on utilise, on essaie de l'euphémiser, mais ça reste la même chose, puis ça crée des moments où on se rend compte justement de la hiérarchie des genres. Donc, l'écriture inclusive, l'écriture des gens de maintenant. J'avais prévu des petits exercices, mais je vais laisser Olivier poursuivre. Je ne veux pas trop déborder. Donc, je vous laisse sur ce tweet. C'est la Comédie Française qui parlait au début de la COVID. Oui, je sais que vous dites du COVID. Au Québec, on dit de la COVID. Des contraintes liées à la crise sanitaire et utilisait une graphie tronquée. Utilisait une graphie tronquée dans l'avant-dernière phrase et quelqu'un qui lui dit Molière accepterait-il l'écriture inclusive? Et une citation de Molière, les anciens messieurs sont les anciens, nous sommes les gens de maintenant. Donc, l'écriture inclusive, les réflexions sur l'écriture inclusive, une réflexion des gens de maintenant. Donc, merci beaucoup. Je vais vous transférer ma bibliographie dans le chat et prendrai vos questions avec plaisir après la présentation de Olivier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandrine. Olivier, je te laisse la parole de suite. Ouais, c'est parti. Alors, on met la caméra, on partage l'écran. Tac. Une dernière chose, Sandrine, tu peux couper la caméra de ton côté. Merci.
Et la fameuse question du confinement qu'on connaît tous, voyez-vous mon écran? J'imagine que oui. Vous voyez bien les slides. C'est super. Merci bien. C'est parfait. C'est parti. Donc, du coup, l'objectif, il est de vous parler d'accessibilité. Pour ceux qui connaissent déjà, vous n'allez peut-être pas apprendre grand-chose. Pour les autres, c'est l'objectif. Donc, c'est une sensibilisation de quoi on parle, les personnes que ça concerne. Et en fin de présentation, c'est un petit peu le petit tips pour vous faire tenir. Je vous ferai une petite démonstration de quelques exemples d'écriture inclusive. Pas tout, hein, pas tout ce qu'a cité Sandrine, mais quelques exemples de restitution avec un lecteur d'écran. J'ai le chat sous les yeux. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut rebondir en live, il n'y a pas de souci. Donc très rapidement, je m'appelle Olivier Keul, je suis expert accessibilité et qualité web au sein de Temesis. Donc ce que je vous propose comme présentation, c'est ce sommaire-là, vous parler d'accessibilité web, juste de quoi on parle, des personnes concernées, parce que c'est quand même le plus important, du cadre normatif et législatif dans lequel on va se placer, et puis des technologies d'assistance, les outils qu'on peut utiliser pour naviguer, consulter l'information, etc. Et puis, je vous ai fait un petit focus, un petit résumé des règles d'accessibilité qui vont concerner l'UX Writing. Donc, vous, normalement, en tout cas pour ceux dont c'est la profession et le métier ici. Et puis, on parlera un petit peu de l'écriture inclusive. Alors, je ne vais pas du tout refaire toute la bonne présentation de Sandrine, mais l'objectif était juste d'aborder l'écriture inclusive sous l'angle accessibilité, donc notamment sur les personnes qui ont des déficiences visuelles, donc qui vont utiliser par exemple des lecteurs d'écran, ou les personnes qui peuvent être dyslexiques. Donc l'accessibilité du web, eh ben, on commence par des préjugés, parce qu'il faut enfoncer des portes ouvertes. Les préjugés, c'est on n'a pas de clients aveugles. Alors tout ça, je précise, c'est des phrases que j'ai entendues. J'ai eu la chance d'entendre ce type de phrases au long de ma carrière. Nous n'avons pas de clients aveugles, personne ne s'est jamais plaint, ce n'est pas une priorité, ça coûte cher, ça rapporte rien, et ça fait des sites moches, et on pourrait en faire des tonnes et des tonnes comme ça. Donc ça, c'est des préjugés hein, de gens qui ne connaissent pas le sujet, et puis en plus qui pourraient être adressés d'ailleurs pas que à l'accessibilité, hein, ça pourrait être sur d'autres choses, mais bon, c'est souvent ces préjugés-là. Et puis on a une iconographie qui est, l'accessibilité, le handicap, c'est la personne avec le chien guide, ou la personne avec une canne, ou voire éventuellement la personne avec une fauteuil roulant. Voilà, souvent cette vision un peu étriquée, en tout cas réduite, de ce que peut être l'accessibilité et le handicap. Donc l'objectif de cette présentation est d'essayer de déconstruire un petit peu tout ça. Et si vous n'avez pas du tout tous ces préjugés-là, eh ben, tant mieux. Donc la représentation de l'accessibilité, on commence par un numéronyme. Ça, c'est juste si vous traînez un petit peu sur Twitter ou que vous faites de la veille à droite à gauche. Si vous voyez ce A11Y, c'est juste ce qu'on appelle un numéronyme pour définir l'accessibilité. En gros, on prend la première lettre, la dernière lettre, et puis on compte le nombre de lettres à l'intérieur. Et ça fait 11, c'est un raccourci pour parler d'accessibilité. Il y en a d'autres qui existent comme I18N pour internationalisation. Voilà, donc c'est juste un petit sujet, ce n'est pas le plus important. Mais si vous voyez A11Y, vous savez que ça parle d'accessibilité. Et il y a d'ailleurs tout un sujet sur est-ce que A11Y est bien accessible, ça se pose comme question. Et un logo, le logo qu'on voit le plus souvent, c'est l'homme de Vitruve, donc une personne qui, d'apparence en tout cas, n'a pas un handicap dit visible. L'accessibilité, ce qui est intéressant de remettre dans le contexte, c'est que c'est l'un des piliers du web. Pour faire très rapidement sur l'histoire du web, ça a été créé par son père fondateur Tim Berners-Lee en 89. Et du coup, au sein d'un organisme de standardisation qu'il a créé, le W3C, lorsqu'ils ont créé le web, il y avait déjà cette notion d'accessibilité, puisqu'il indiquait que la vision qu'il en avait pour le web, de ce qu'il a créé, c'était de mettre le web et ses services à la disposition de toutes les personnes, quelle que soit leur aptitude physique ou mentale. Donc ça, c'est la petite précision pour dire que l'accessibilité, ce n'est pas un sujet à la mode, même si peut-être on peut avoir l'impression qu'on en parle un peu plus depuis quelques années, mais c'est un sujet qui date en fait depuis la création du web. L'accessibilité, une définition de l'accessibilité, là, il n'y a rien d'innovant ou d'avant-gardiste. Hein. En gros, l'accessibilité, on va juste faire en sorte que les personnes en situation de handicap puissent utiliser le web comme tout le monde et faire exactement les mêmes choses. Donc, c'est-à-dire percevoir l'information, la comprendre, naviguer, interagir, contribuer, etc. Juste faire exactement la même chose. Donc, les personnes concernées. Pour parler des personnes concernées, on va parler des déficiences, parce que l'accessibilité web, ça va bénéficier en premier aux personnes qui ont des déficiences sensorielles, motrices ou cognitives.
Donc on a les personnes qui vont être malvoyantes, aveugles, daltoniennes, on a les personnes sourdes ou malentendantes, les personnes qui vont présenter des troubles moteurs et les personnes qui présentent des déficiences cognitives ou intellectuelles. Donc ça, c'est les types de déficiences qui vont être impactées si le web n'est pas correctement conforme à l'accessibilité, donc son contenu, mais aussi la technique, etc. Et donc c'est vraiment ces personnes-là pour qui on va essayer de travailler. Un point que j'aime bien, qui est intéressant, c'est de parler de situation de handicap. La situation de handicap, c'est en fait lorsqu'une personne qui a une déficience, elle se retrouve dans l'incapacité de réaliser une action à cause en fait de ce qu'on appelle l'inadaptation de son environnement. Et je trouve qu'elle est intéressante cette perspective-là, parce que tout ce qu'on veut faire, c'est quand on est professionnel du web, quel que soit votre métier, rédacteur de contenu, développeur, chef de projet, product owner, UI, UX, etc. Quand vous êtes un professionnel du web et que vous contribuez, vous produisez quelque chose sur le web, ben, la finalité de ce que vous faites, c'est qu'il ne faut surtout pas que votre produit, ce que vous avez conçu, mette la personne qui a une déficience en situation de handicap. Ça serait un comble. Donc il faut justement faire en sorte que le web, ça doit être un facilitateur et ça ne doit surtout pas mettre la personne dans une situation de handicap. Le petit exemple, c'est que une personne qui est aveugle, elle aura plus de facilité, ça sera plus simple pour elle, en tout cas, de prime abord, de commander ses courses en ligne en restant chez elle, plutôt que d'aller éventuellement prendre les transports, la voiture ou autre, dans un magasin, faire ses courses, etc. Donc le web doit être un facilitateur et ne doit surtout pas mettre la personne dans une situation de handicap. Les chiffres, là, c'est pour un peu aussi continuer à enfoncer les préjugés. On parle souvent de « oui, mais c'est une minorité quand même, je ne vais pas dépenser de l'argent sur un sujet comme ça, alors que ça concerne une minorité de la population ». En France, on parle de 20% de la population, c'est environ 12 millions de personnes qui se déclarent en situation de handicap. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est déclaratif, hein. Ça veut dire qu'il faut majorer ce chiffre-là, puisqu'il y a des gens qui n'ont pas fait encore cet effort-là, de se dire « je suis en situation de handicap » ou « je suis handicapé ». Donc 20% de la population française d'après une étude de l'INSEE, et d'après une étude de l'OMS, on a 15% de la population mondiale qui a une déficience. Donc en gros, en moyenne, au niveau mondial, on a 1 milliard de personnes qui sont concernées. Donc attention là-dessus sur le raccourci, ça ne veut pas dire que demain, votre site ou votre application est accessible, vous allez avoir 1 milliard de personnes qui arrivent sur votre site. Ça, pas marchand de tapis, je ne vais pas vous vendre ça. Par contre, si votre site est conforme ou votre application est conforme à l'accessibilité, vous faites des vrais travail de fond là-dessus, vous ouvrez votre audience. Il y a des gens qui ne pouvaient pas y accéder, et demain, ils pourront y accéder, ça c'est une certitude. Combien, je ne peux pas vous le promettre, mais il y a des gens qui vont y accéder. Un autre point qui est intéressant, c'est la perception faussée qu'on peut avoir du handicap. Souvent, on a des cas un peu extrêmes en tête. On peut avoir, donc là je vous ai mis un exemple de Chantal Petit-Claire, qui est une sportive qui a été 21 fois médaillée aux Paralympiques, aux Jeux Paralympiques. Et puis on a Stephen Hawking, que vous connaissez sûrement, qui est un physicien théoricien qui n'a pas eu le prix Nobel, mais c'est tout comme, donc un très gros cerveau. Et donc du coup, ça, on a des cas extrêmes de personnes handicapées qui réalisent des prouesses et puis qui sont des handicaps visibles. Mais on va voir en fait que c'est pas forcément la majorité. Et c'est pour ça que je vous ai mis cette troisième photo d'une banque d'images, Jendu, parce que concrètement, là, quand on regarde cette personne-là, autant les deux premières, on peut imaginer, encore pas forcément, autant celle-là, ben, je ne sais pas, est-ce qu'elle est malvoyante, est-ce qu'elle a une surdité, de la dyslexie, etc. Je ne peux pas forcément le savoir. Ce qui m'amène à ça, on a un chiffre qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a 80% des personnes en situation de handicap qui ont des handicaps dits invisibles. Donc en fait, quand on se représente le handicap par le fauteuil roulant ou le chien guide ou la personne avec la canne, etc., en fait, ça c'est une minorité. C'est une minorité parce que la plupart des gens qui ont des déficiences, en fait, c'est la majorité qui ont des déficiences, sont des déficiences non visibles. En tout cas, vous ne pourrez pas identifier à l'œil nu. En ayant la personne en face, vous ne pourrez pas forcément le distinguer. Donc ça, c'est pour les préjugés qu'on peut avoir là-dessus sur les handicaps visibles et invisibles. Donc ce qui est intéressant là-dessus d'avoir en tête, c'est de se dire que l'accessibilité, c'est avant tout pour les personnes en situation de handicap, c'est pour ce public-là qu'on fait tout ça, et que ça peut aussi bénéficier à d'autres personnes. Ça peut bénéficier à tout un large pan de la population.
Et l'exemple que j'aime bien là-dessus, c'est cet escalier, donc dans le bâti, dans l'accessibilité physique, un escalier qui a été conçu pour les personnes, on va dire, valides, et puis pour les personnes avec de la mobilité réduite, qui vont par exemple utiliser cette rampe, mais ça va aussi bénéficier à une personne qui a une poussette, qui a des valises, etc. Un caddie, j'en sais rien, enfin, il y a plein de cas d'usage possibles. Mais donc ce qui est intéressant, c'est de se dire on ne va pas faire une rampe à côté, et c'est exactement pour un peu l'image. Le web, c'est exactement ce qu'on veut faire. On veut avoir un seul et même site, et sur ce même site ou cette même application, avoir tous les efforts d'accessibilité, et surtout pas avoir une porte dérobée pour dire « Ah, si vous avez une déficience, c'est par ici qu'il faut rentrer ». Donc le cadre législatif et normatif, là je vais aller vite là-dessus parce qu'on a un peu de choses juridiques, c'est pas forcément le plus intéressant. On a le cadre général qui est porté par l'ONU lors de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, donc qui indique qu'il importe que les personnes handicapées aient pleinement accès à l'information, à la communication, pour jouir pleinement de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales. Donc ça a été ratifié par 173 pays en 2006. Et ce qui est important là-dedans, c'est qu'en gros, on est en train de dire que c'est un droit fondamental au niveau de l'ONU, donc c'est pas rien. Et ensuite, tous les pays qui ont légiféré là-dessus se sont basés en fait sur ce cadre général-là. Donc aux États-Unis, je vous dirai pourquoi je vais parler que des États-Unis et de la France, hein, je ne vais pas balayer tous les pays, mais on a le cas dans pas mal de pays. Les États-Unis, dans la législation la plus récente, c'est pour son petit nom l'ADA, le Americans with Disability Act, qui date de 90. Et en fait, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que ils ne font pas de distinction en fait entre si je prends le cas d'une boutique, entre une boutique physique et une boutique e-commerce. Donc les règles d'accessibilité qui vont s'appliquer pour j'ouvre un magasin de chaussures et il faut que je pense à l'accessibilité physique, ces mêmes règles d'accessibilité, bien sûr pas sur les règles du bâti, mais la même notion derrière, le même concept de ne pas discriminer des gens va s'appliquer sur le web. Et donc c'est ce qui est hyper intéressant aux États-Unis. Le petit focus là-dessus, c'est que vous en avez peut-être déjà entendu parler, aux États-Unis, il y a un risque juridique qui est très très élevé. Là, je vais juste vous faire une petite parenthèse sur ce sujet-là parce que c'est intéressant. Depuis 2013, on a énormément de procès aux États-Unis pour de la discrimination par rapport aux personnes qui ont une déficience et qui ne peuvent pas accéder au site. Donc, il y a des attaques qui sont tout à fait louables, et parce que le site n'est pas conforme à l'accessibilité, l'utilisateur ne peut pas y accéder, donc il a le droit de réclamer son droit et d'accéder, comme tout le monde, au site. Ce qu'on peut éventuellement déplorer, c'est que les États-Unis ont une culture du procès, qui fait qu'il y a des cabinets d'avocats qui se sont créés à l'occasion juste parce qu'il y avait un business à faire, et donc qui ont fait exploser le nombre de procès et d'attaques juridiques en attaquant par exemple, le top 250 des sites, les plus gros sites e-commerce aux États-Unis se sont tous fait attaquer au moins une fois, et les cabinets s'échangent les noms, etc. entre eux, bref. Il y a énormément d'attaques, donc on peut déplorer le moyen, en gros, c'est des gens qui ne se soucient pas forcément de l'accessibilité derrière. Au niveau de l'utilisateur, on est en train du coup, de forcer le concepteur du site à revoir sa copie. Est-ce que c'est intéressant ou non? Si la personne n'essaye pas de rebondir là-dessus positivement, ça ne sera pas intéressant. Elle essaiera juste d'éviter et de limiter la casse. Si par contre, elle profite de cette attaque pour se dire « Ok, on a effectivement des problèmes et on va essayer de faire ça mieux et de revoir notre copie », là, ça peut être intéressant. En France, sur ce qui va nous intéresser, on avait une loi de 2005 qui concernait exclusivement le secteur public. On a maintenant une loi un article, de l'article 106 pour la loi de la République numérique, qui vient compléter en fait cette loi de 2005 et qui va ouvrir la législation sur l'accessibilité en France au secteur privé. Donc c'est à condition, c'est pas tout, c'est les entreprises privées qui ont un chiffre d'affaires en France d'au moins 250 millions d'euros. Donc ça peut sembler encore un peu faible, parce que ça ne concerne pas toutes les entreprises, mais bon, on peut espérer que ce seuil sera amené à baisser. Et le cadre normatif, on parle des WCAG, les WCAG, les Web Content Accessibility Guidelines. Donc ça, c'est le référentiel international d'accessibilité
qui a été créé par une branche accessibilité du W3C. Pour rappel, le W3C, c'est un organisme de standardisation de toutes les technos et de tous les langages du web. Et donc, ils ont créé ce référentiel-là pour dire, si vous créez quelque chose sur le web, voilà les recommandations d'accessibilité. Donc, la version actuelle, c'est la 2.1 et c'est un référentiel international. Il y a 3 niveaux d'exigence pour les WCAG. On a le simple A, le double A et les triple A. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'au niveau légal, tous les pays qui ont légiféré sur l'accessibilité, c'est le niveau double A qu'il faut atteindre. En France, on a aussi un cadre normatif. Heureusement, on n'a pas inventé un référentiel franco-français en essayant de créer notre propre référentiel. C'est l'ERG2A est en fait une méthode technique de vérification de la conformité à la norme WCAG, ce qui veut dire qu'un site conforme au ERG2A sera conforme au WCAG. La version actuelle, c'est la version 4.1, et c'est donc un référentiel français. Et le ERG2A, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, il apporte un certain formalisme. Donc il y a tout un tas de documents. En plus, au-delà de juste la conformité, il faut indiquer un schéma pluriannuel qui peut s'étaler sur 3 ans au maximum. Donc en gros, dire sur ces 3 années qui vont s'écouler, quelles sont les actions que je vais mettre en œuvre pour l'accessibilité de mon site. Donc de la formation, des audits, etc. Bref, quel chantier je vais mettre en œuvre. Un plan d'action annuel, là on est plus focus sur concrètement qu'est-ce que je vais faire cette année. Une page accessibilité et déclaration d'accessibilité. Et puis une mention de l'état de conformité sur la page d'accueil. Ça, des fois, ça fait un peu grincer des dents, mais ça veut dire que oui, si vous êtes concerné par le RG2A, donc vous êtes du secteur public ou du secteur privé et vous faites plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, alors sur votre page d'accueil, il devra y avoir écrit la mention accessibilité conforme, partiellement conforme ou non conforme, selon votre niveau de conformité. Et un dernier petit point là-dessus, la limite des référentiels, c'est qu'on peut être conforme 100% à un référentiel, mais 100% accessible, ça n'existe pas. Donc là, on peut se dire, ouais, tu joues un petit peu sur les mots, mais ça, son importance, c'est que le 100% accessible, ça n'existe pas, tout comme, j'aime bien ce parallèle avec la sécurité, le 100% sécurisé, ça n'existe pas. Il n'y a aucun expert dans le monde, enfin, je ne pense pas, je ne connais pas tous, aucun expert en sécurité qui vous dira, là, ce site, il est 100% sécurisé, vous pouvez y aller, il n'y a aucun risque. Normalement, dans la demi-heure, il s'est fait attaquer. Pour montrer justement qu'il y avait des failles. Le 100% accessible, ça n'existe pas. On peut être 100% conforme à un référentiel, les WCAG, les RG2A, en disant là, on a respecté toute la théorie qui couvre quand même un large panel, c'est quand même des super outils qui sont très utiles, mais il ne faut pas se limiter là. Donc c'est déjà très bien d'arriver à ce niveau de conformité-là, d'arriver sur du WCAG AA, c'est déjà un super bon niveau, mais il faut essayer de ne pas juste s'arrêter là et de poser le stylo, il faut continuer tout au long à améliorer l'accessibilité. Alors comment? En fait, c'est avec des tests utilisateurs. On va faire des tests utilisateurs avec des personnes en situation de handicap. Et donc la dernière partie sur, en gros, l'accessibilité, avant d'aller détailler ce qui concerne vraiment les recommandations sur l'UX Writing, on va parler des technologies d'assistance. Les technologies d'assistance, il faut imaginer ça comme des aides qui peuvent être logicielles ou matérielles, qui vont permettre à des personnes handicapées de faire toutes les actions qu'on a vues, percevoir, comprendre, contribuer, etc. Donc je vais vous en lister quelques-unes, ce n'est pas exhaustif, hein, bien sûr. Les technologies d'assistance logicielle, donc on a les plus connus qui sont le lecteur d'écran. Un lecteur d'écran, ça va vocaliser le code source donc, de votre page ou de votre ordinateur ou de votre téléphone, et ça va le restituer oralement. Okay, donc pour que ça le restitue correctement, il faut que ce soit fait correctement. Ensuite, il peut être couplé à une plage braille éventuellement. On a des looms, je vais y arriver, des loops ou des zoom écrans. Donc en gros, là, on va zoomer une seule portion de l'écran, et ça peut être également couplé à une synthèse vocale. Et puis on a plein de logiciels d'interaction qui peuvent être par exemple la commande vocale. Si je veux lui dire accéder à la recherche, je peux commander à la voix, et du coup, il faut qu'il aille chercher le bouton recherche dans ma page, des contacteurs, des détections de mouvements, etc. Et puis des fonctionnalités natives du navigateur. On peut zoomer, quel soit votre navigateur, Chrome, Firefox, Edge, etc. Vous avez des fonctionnalités comme le zoom, vous pouvez ajouter des extensions qui vont vous permettre de forcer le focus, etc., etc. Et puis, on a des technologies d'assistance qui sont matérielles. Donc là, les quelques exemples qu'on peut citer, on va avoir ce qu'on appelle la licorne, qui est en fait une sorte de
de tige qui va permettre, on le flique sur la tête, qui va permettre d'actionner les touches au clavier. On a l'équivalent, c'est juste qui va être maintenu dans la bouche, qui va permettre soit d'actionner une tablette tactile ou un ordinateur tactile, etc. On a des contacteurs qui peuvent être au souffle. La personne, elle va inspirer ou expirer et ça va, selon les paramétrages, déclencher des actions, par exemple un clic, double clic, etc. Donc il y a tout un tas de choses au niveau matériel qui vont aussi permettre aux personnes de pouvoir réaliser toutes les actions qu'on a vues ensemble. Que signifie TA? Pardon, c'est technologie d'assistance. C'est vrai que je l'ai expliqué au début et après je ne l'explique plus, ça mériterait à être plus explicite. TA pour technologie d'assistance, donc un outil qui va permettre aux utilisateurs handicapés de pouvoir percevoir, naviguer, etc. sur le web. Il n'y a pas de problème. Et un dernier point, vu qu'on parle de technologie d'assistance, vous avez peut-être déjà entendu parler des outils de surcouche. Je vais faire rapide là-dessus, parce que ce n'est pas le sujet, mais ça me semblait important d'en parler quand même. En gros, c'est des outils qui vous font une promesse, vous ajoutez une ligne de JavaScript sur votre site, et magiquement, il sera accessible. Donc, par ça, ils entendent, il sera conforme. Certains outils vont même un peu plus loin en disant, nous, on a une intelligence artificielle dans notre outil qui va corriger tous les problèmes d'accessibilité du site. Comme ça, il est non seulement conforme, et en plus, vous n'avez aucun risque au niveau juridique, etc. Donc, je vais être très prudent sur ma communication là-dessus, puisque ces outils ont tendance à être un petit peu frileux quand on les expose ou quand on les met à jour. Donc, je vous invite à consulter les liens que je vous ai envoyés. Ils n'aiment pas trop la critique, même si elle est constructive. Donc, encore une fois, moi, il n'y a aucun problème de business là-dedans. Hein. Je ne suis pas en train de sauvegarder à tout prix mon champ d'application. Demain, il y a un outil qui existe et qui permet magiquement, en un clic, en ajoutant une ligne JS, de rendre accessible un site. Je suis le premier avis, parce que ça veut dire qu'on aide d'un coup ce fameux 15% de la population mondiale à pouvoir accéder au web et naviguer. J'en serai le premier avis. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, juste attention sur ces outils-là, aux promesses de ces outils-là. Il n'y a rien de magique dans l'accessibilité. Et maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet sur les recommandations pour l'UX Writing. Donc là, en gros, je vous ai à chaque fois... Là, encore aussi, ce n'est pas forcément exhaustif, hein, parce que sinon, il nous faudrait encore 2-3 heures. Ce n'est pas le but, mais c'est quand même que vous puissiez vous repartir avec quelques bonnes pratiques au niveau de la rédaction de contenu. Et je vous ai mis à chaque fois la référence en accessibilité qui est en haut à droite, référence WCAG, là en l'occurrence 249, niveau AAA d'exigence. Et des fois, c'est juste des bonnes pratiques. On est hors conformité, donc quand c'est le cas, je vous l'ai précisé. Donc là, l'exemple, on a des liens et des boutons. La mauvaise pratique, c'est ces fameux lire la suite qu'on voit partout. Essayez de ne pas avoir tous ces lire la suite, cliquer ici, en savoir plus, etc., qui sont génériques et qui ne donnent pas tellement d'informations. Et au contraire, là c'est une capture d'écran du site de Microsoft. Ils le font d'ailleurs, enfin du coup c'est une capture en français, mais ils ont fait exactement la même chose en anglais, bien évidemment. Travailler en fait les intitulés de vos liens et de vos boutons pour qu'ils soient le plus pertinents possible hors contexte. Parce qu'effectivement, là, on peut se dire, bah, lire la suite, ça va, je comprends. S'il y a le titre au-dessus, je sais que c'est lire la suite de audition, etc. Mais dans plein de cas d'usage, ça va être compliqué, ou ça va rendre plus difficile cette lecture-là. Donc, travaillez l'intitulé de vos liens et vos boutons pour que ça soit le plus explicite possible. Les informations complémentaires, là, je le précise bien, c'est une bonne pratique, c'est hors conformité. La bonne pratique, elle est qu'à partir du moment où vous avez un lien, vous êtes sur un site en français, par exemple, et le lien va rediriger vers un site en anglais, c'est intéressant dans l'intitulé du lien de l'indiquer à l'utilisateur. Parce que ça se trouve, il ne maîtrise pas la langue, si vous l'envoyez en cyrillique ou je ne sais pas quoi. Il ne maîtrise peut-être pas cette langue et du coup, ça ne va peut-être pas être pertinent pour lui d'aller sur ce lien. Donc, ne lui laissez pas la déception d'aller sur cet article-là qui lui semble hyper intéressant et de se rendre compte qu'il ne maîtrise pas la langue. Pareil, si à un moment, il y a un lien qui déclenche le téléchargement d'un document, ça peut être un PDF, un doc, ce que vous voulez, indiquer le format du document et le poids. Le format, parce que ça se trouve, je n'ai pas les logiciels adaptés pour lire ce document-là sur mon ordinateur ou mon téléphone, donc je ne vais peut-être pas le lire tout de suite. Et le poids, parce que si ça fait 10 gigas et que je suis sur mon téléphone, je ne vais peut-être pas le télécharger tout de suite.
Les titres, une bonne pratique là-dessus, une recommandation accessibilité plutôt là-dessus, ça va être de titrer le plus possible son contenu. Donc, quand j'ai des blocs de texte, essayez d'aller identifier des titres, des intertitres. Pourquoi? Parce que ça va permettre à la personne de structurer le contenu et de pouvoir plus facilement identifier les zones importantes. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre des titres à chaque début de paragraphe, bien sûr. Il faut le faire utiliser à bon escient. Mais voilà, essayez de titrer les contenus et de ne pas avoir des blocs énormes de texte sans aucun sous-titre ou intertitre. Les listes, là aussi, si vous avez des éléments qui semblent avoir une sémantique commune et qui sont une liste d'éléments, bah, vous avez tout intérêt à le formaliser avec une liste. Alors, bien sûr, je me doute bien que quand vous êtes en rédaction de contenu, là je m'adresse vraiment pour les rédacteurs de contenu, c'est pas vous qui allez choisir la mise en forme, si c'est des puces, des étoiles, etc. Mais vous donnez une indication quand même sur l'information, si ça doit être un bloc de texte ou si ça doit être des puces, au même titre que si ça doit être des listes qu'on appelle non ordonnées, comme c'est le cas ici, juste des puces, ou des listes ordonnées avec les 1, 2, 3. Ça a un impact qui est très fort en accessibilité. Quand je fais une liste de recettes, la liste de mes ingrédients sur ma recette de cuisine, mes ingrédients, c'est une liste non ordonnée. Je peux acheter d'abord, je ne sais pas quoi, la pâte, le sucre, etc., dans l'ordre que je veux. Par contre, comment je dois appliquer tout ça, ça va être une liste ordonnée. J'ai intérêt d'abord à préchauffer le four avant de mettre le gâteau dedans. Les citations, si vous êtes à rédiger ou à mettre en place des citations, ben, c'est toujours intéressant de les indiquer. Si vous avez le nom de l'auteur, si vous avez... donc la recommandation accessibilité, là, elle ne viendra pas d'indiquer obligatoirement le nom de l'auteur, hein, mais elle viendra d'identifier clairement la citation en tant que telle. Donc ça reste toujours intéressant. L'alignement du texte, en accessibilité, le fait de justifier le texte, qu'on appelle le texte justifié, c'est que sur la droite, en gros, tous les mots sont ferrés, et du coup, on a augmenté l'espace entre les mots à l'intérieur du texte. Ça, pour des personnes qui sont dyslexiques, ça va être très problématique, ou en tout cas plus problématique pour comprendre le texte, versus ce qu'on appelle une lecture en drapeau. Donc, quand le texte est ferré à gauche, on a des points de rupture qui vont faciliter la compréhension et la lecture du document. La mise en forme du texte, ça, je pense que c'est du bon sens et vous l'imaginez bien. On évite de mettre en gras des blocs entiers de texte, donc des emphases sur des blocs entiers de texte. Donc, ça peut être du gras, de l'italique, du capital, etc. Parce que là aussi, ça gêne la lecture. Donc, on garde cette emphase-là sur un mot ou un groupe de mots. De mettre l'emphase sur un texte en entier, bah, du coup, il n'y a plus d'emphase si tout le texte est important. Donc, on vient mettre l'emphase sur un mot ou un groupe de mots. Les sauts de ligne, là aussi, normalement, sur de la rédaction de contenu, je pense que vous n'êtes pas forcément amené, parce que là, on touche un peu à de la mise en page, mais vous pouvez être amené à vous dire, bah, pour aérer un petit peu, ou pour qu'on comprenne bien que c'est deux blocs distincts, je vais faire 2 fois entrée, ou je vais faire vraiment des sauts de ligne. Ça, bien sûr, c'est pas une très très bonne idée. Pourquoi? Parce qu'on est en train, avec le contenu, de jouer sur de la mise en forme, et c'est pas fait pour ça. La mise en forme, elle sera faite dans un langage, elle sera faite en CSS au niveau web, mais du coup, sur le contenu, on reste sur du contenu brut, on ne vient pas ajouter de la mise en forme. Là, on est sur une bonne pratique, on n'est pas sur une recommandation accessibilité, le soulignement, pour indiquer qu'on essaye de souligner uniquement les liens, en tout cas, de ne pas aller souligner des textes qui ne sont pas des liens. Pourquoi? Parce que dans le web, il y a une sorte d'usage qui est que lorsqu'un texte est souligné, on peut interagir avec parce que c'est un lien. Donc la règle là-dessus, ça ne veut pas dire que tous les liens doivent obligatoirement être soulignés. Ça veut dire que lorsqu'on évite de souligner un texte qui ne doit pas être un lien. Okay. Les abréviations, on est sur un critère d'accessibilité de niveau AAA. Lorsqu'on a des abréviations sur une page, ce critère d'accessibilité va demander d'expliciter au moins la première occurrence, la première fois que je vais trouver l'abréviation dans ma page. Après, rien n'empêche de l'expliquer partout. Donc, soit de le mettre en toutes lettres, soit il y a des petites astuces en HTML, etc. Mais bref, si vous pouvez le mettre en toutes lettres, c'est encore mieux. Là aussi, on est sur une bonne pratique qui est hors conformité, mais que je trouvais intéressante et je pense que vous connaissez déjà, donc désolé si j'enfonce une porte ouverte là-dessus. C'est l'accentuation, parce que ça peut avoir un impact sur l'accessibilité, puisque ça va changer le sens de la phrase. Donc, quand je dis Villepin chahute à l'Assemblée, on a l'impression qu'il joue, en fait.
et quand je dis Villepin est chahuté à l'Assemblée, il a passé un mauvais moment. Un homme tue, en fait on parle de l'assassin, un homme tué, on parle de la victime. Voilà, je ne vous fais pas tous les cas, mais c'est des petits exemples que j'ai trouvés donc, sur la source que je vous ai mise à disposition, et qui est intéressant sur l'importance de l'accentuation, notamment bien sûr sur les capitales. Et enfin, la dernière partie là-dessus, avant de passer sur l'écriture inclusive et de faire la petite démonstration, je voulais vous parler de ce qu'on appelle le FALC, qui est une méthode européenne qui s'appelle Facile à lire et à comprendre, qui est en gros qu'il faut comprendre comme un outil de compensation pour les personnes notamment qui ont une déficience intellectuelle, mais pas que, ça peut servir à plein d'autres personnes. Et donc il faut imaginer le FALC comme j'ai une version originale et je vais faire une version alternative pour le coup, là où sur tout le web on disait on fait exactement le même web, le même site, la même application web, etc. Là on a une version originale et une version en FALC, qui va être simplifié. Donc, il y a tout un tas de choses à mettre en place. Et l'objectif, il est d'améliorer le niveau d'accessibilité de cette communication-là et la littératie, qui est le fait de trouver l'information, la comprendre, l'évaluer et l'appliquer. Donc, pour que ce soit plus concret, je vous ai fait un petit exemple d'actualité, enfin, qui va plus tellement l'être, normalement en France en tout cas. L'attestation de déplacement dérogatoire. Donc, on a sur l'écran de gauche l'attestation de déplacement dérogatoire fourni par le gouvernement, donc qui est tout à fait officiel. Et sur l'écran de droite, on a l'alternative qui a été là aussi fournie par le gouvernement en version FALC. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, sur la version gauche, on va avoir un texte un petit peu barbare, qui est en application de l'article 4 du décret blablabla du 29 octobre, machin, prescrivant les mesures générales. Bref, on a l'impression qu'on nous crie un petit peu dessus. Mais voilà, on est sur quelque chose d'un discours très presque législatif, très formel. Du coup, en FALC, la transposition, en fait, ça veut dire c'est la loi à cause du Covid. Parce qu'en fait, il n'y a que ça qui nous intéresse, de savoir si vraiment vous êtes intéressé par... mais c'est quel article, au fait là, du coup, vous pourrez creuser. Mais ce qui va intéresser normalement la plupart des personnes, c'est OK, c'est la loi, donc je dois suivre la chose et point. Et si je veux creuser de moi-même, je peux creuser cette information, bien sûr. OK, et du coup, on passe sur la dernière partie sur l'écriture inclusive. Je regarde s'il y a des questions en même temps. C'est ça. Ah, pardon, j'ai vu qu'il y avait une question. J'ai une question qui me taraude concernant les lire la suite. Mettre une phrase entière comme montre un exemple, c'est très long pour un CTA. Oui, donc c'est effectivement une gymnastique qui est, et c'est là où vous avez un travail qui est hyper important et difficile, c'est qu'il faut être le plus explicite possible dans l'intitulé d'un lien ou d'un bouton, sans être trop verbeux non plus. Donc c'est comme quelqu'un disait que c'est une gymnastique, effectivement. C'est pas, je suis complètement d'accord, c'est loin d'être le plus évident, parce que je dois donner le plus d'informations possible sans trop en donner. Ce qu'on veut éviter, c'est l'inverse, c'est en voulant trop bien faire, d'avoir des liens ou des boutons à rallonge qui disent trop de choses, en savoir plus sur le machin de blablabla, en cliquant sur truc aléa. Là, il y a trop d'informations, donc il y a effectivement un juste milieu à trouver, qui je le conçois pas forcément évident, entre est-ce que je donne assez d'informations, est-ce que j'en donne trop, et voilà, ça c'est de la pratique. Et après, il y a aussi les tests utilisateurs, quand on va faire des tests utilisateurs avec des personnes handicapées, de voir si là en fait je suis allé trop loin, personne ne comprend, ou à l'inverse, pas assez, parce que personne ne comprend, mais parce qu'on ne trouve pas assez d'informations. Donc avec les tests, on va pouvoir s'en sortir. Donc sur l'écriture inclusive, je ne vais pas bien sûr faire un redit de ce qu'a dit Sandrine, mais je vais juste l'aborder sur l'aspect accessibilité, et ça sera ma dernière partie avec la petite démo à la fin. L'écriture inclusive, comme l'a déjà dit Sandrine, ça ne se résume pas au point médian, même si ça cristallise vraiment toutes les critiques. Et souvent, pourquoi il y a d'un coup des gens qui vont dire « Mais oui, mais il y a un problème pour les personnes dyslexiques, il y a un problème pour les personnes qui ont des lecteurs d'écran. » Donc d'un coup, on s'intéresse aux personnes handicapées, ce que je trouve très bien. Mais souvent, ce qui est un petit peu plus discutable, c'est qu'on se cache un peu là-dessus pour d'autres raisons, c'est-à-dire on n'est pas en accord avec cette méthode d'écriture, et du coup, on brandit un peu l'étendard des handicapés en s'en servant comme excuse, alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc l'écriture inclusive et la dyslexie, je vous ai mis 2 citations de ce que l'on dit, en tout cas de ce qui s'est dit, donc vous pouvez retrouver ces phrases-là. Donc on a Laetitia Brancard, vice-présidente de la Fédération française des dyslexiques, qui indique la perturbation des repères orthographiques avec l'insertion de ponctuation va représenter une difficulté supplémentaire.
Et puis, on a Françoise Garcia, qui est vice-présidente de la Fédération nationale des orthophonistes, qui indique l'écriture inclusive ajoute de la confusion dans la conversion entre ce qu'on entend et ce qu'on écrit, et le travail de conversion graphophonétique étant une difficulté pour les dyslexiques. Et en fait, ce que l'on sait, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. À date, en fait, donc ça, c'est des affirmations, ok, mais moi, demain, je peux aussi faire une affirmation. Olivier Keul a dit que, j'aurai peut-être moins de portée que ces personnes-là, mais ça aura exactement la même valeur. Ce que l'on sait, c'est qu'à date, il n'y a aucune étude, en fait, comme Sandrine l'a expliqué. On n'a aucune étude qui indique les effets négatifs ou positifs. Alors, dans les faits, il y a une petite étude sur 40 personnes qui ont été faites, ce qui reste encore un peu minoritaire, mais on n'a en tout cas aucune étude avec un large panel qui a été fait sur les effets positifs et négatifs de l'écriture inclusive. On a des témoignages de personnes dyslexiques, pour certains qui disent ouais, nous ça nous aide en fait, ou voire j'ai aucun problème avec ça, ou à l'inverse des gens qui disent non, moi j'ai un vrai problème, mais donc on est juste sur du ressenti et on n'a rien de scientifique, on n'a aucune méthode en tout cas qui a été prouvée là-dessus. Donc en gros, il n'y a rien à date qui prouve qu'il y a un effet positif ou négatif. Sur les lecteurs d'écran, on a une citation qui a fait pas mal de bruit. Je réponds à la question qui était quels sont les résultats sur ces 40 personnes. Sur les 40 personnes, le résultat, c'est que ça ne pose pas de problème. C'est ça. C'est Julie qui parle de l'article, c'est ça. Sur l'écriture inclusive et les lecteurs d'écran, on a un communiqué de presse de la Fédération des aveugles de France qui indique « Pour nous, personnes aveugles, cette soi-disant langue inclusive est proprement indéchiffrable par nos lecteurs d'écran. » Donc là, on passera sur le gros mépris un petit peu de la façon de parler de cette soi-disant langue inclusive. Il y a un mépris. Enfin là, ils avaient un petit problème apparemment. Donc, en fait, ce qu'on sait, c'est que écriture inclusive et lecteur d'écran, ça ne pose pas de souci pour tous les formes que vous avez vues, que Sandrine a expliquées. Il n'y a pas de souci en soi sur les formes épicènes, sur le fait de doubler. Il n'y a pas de problème en soi avec un lecteur d'écran. En fait, le raccourci qu'ils ont fait, je pense, c'est que ce qui peut poser souci, c'est le fameux point médian qui fait couler tant d'encre, ou tous ces autres types d'abréviations inclusives, qui peut être le point, parenthèse, etc., qui peuvent être éventuellement vocalisées. C'est ça qui va poser souci, en fait. Mais d'un coup, à cause d'une abréviation, d'un élément, jeter tout, la langue inclusive, je trouve ça un petit peu bourrin. Et donc, on arrive sur la démo. L'objectif, en fait, c'était juste de vous montrer un peu ce qui se passe avec un lecteur d'écran. Donc, j'ai pris une phrase qui est « Ils, elles sont enchantés, ES » avec donc, des points médians. Et j'ai testé ça sur... Donc, on a 3 lecteurs d'écran, 3 plus gros lecteurs d'écran sur le marché, qui sont VoiceOver, qui sont sur les Mac, donc ça peut être sur des ordinateurs MacBook, et aussi sur vos téléphones iPhone, iOS, etc. Donc ça, c'est VoiceOver, c'est l'un des lecteurs d'écran. On a JAWS, qui est un deuxième lecteur d'écran qui est sur Windows, puis NVDA, qui est un troisième lecteur d'écran qui est sur Windows également. Et je vous ai rajouté Tollback, qui est le lecteur d'écran sur les téléphones Android. Donc comme ça, on a les 4, VoiceOver, JAWS, NVDA et Tollback. Donc on va l'écouter. Je vous ai mis en noir sur blanc, juste en dessous, en gros, la restitution de ce qu'on va entendre. Et vous allez me dire si ça marche, je pense que oui. Ils, elles sont enchantés, ES. Ils, elles sont enchantés, ES. Est-ce que vous entendez bien ça? Ce serait qu'on n'a pas testé ça tout à l'heure. Quelqu'un sur le chat. Ok, super. Ils, elles sont enchantés, ES. Donc là, avec Tollback, il va vocaliser le EES à la fin. Sur VoiceOver mobile, on va le dire comme ça. Middle dot, elles sont enchantées, middle dot S. Donc là, il va vocaliser, et du coup, je crois que j'ai inversé les deux, mais en gros, on a le même résultat, il va vocaliser le point médian. Il middle dot, elles sont enchantées, middle dot S. Donc middle dot, parce qu'il devait être configuré en anglais, le middle dot pour point médian. Donc là, il va vocaliser le caractère. Donc ça peut être un petit peu contraignant. Ils, elles sont enchantés, ES. Là, on est sur NVDA. Ils, elles sont enchantés, ES. Je vous ai fait différents tests entre les lecteurs d'écran, les navigateurs, etc. Et enfin, pour finir, sur JAWS, Elles sont enchantées, .e.s. là, il ne va pas dire point médian, du coup, il va vocaliser point. Elles sont enchantées, .e.s.
Donc, quand on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit, on jette tout, le point médian, ça pose problème au niveau accessibilité, et on arrête tout? Heureusement, non. Donc, les solutions, il y a des dictionnaires de prononciation qui permettent de personnaliser son lecteur d'écran, et c'est ma dernière slide. Donc, en gros, son lecteur d'écran, c'est un logiciel qu'on peut paramétrer. Donc, on peut lui dire, au lieu de me dire chat, tu vas me dire chien, par exemple. Donc là, on va lui dire, au lieu de me dire point médian, ben, par exemple, tu vas rien me dire. Comme ça, si jamais tu voulais vocaliser le point médian, ben, tu ne me le vocalises pas, et comme ça ne me gêne pas lors de la vocalisation. Malheureusement, donc ça c'est la théorie, on peut le paramétrer dans la théorie, malheureusement sur VoiceOver, il reste encore un peu capricieux, on peut le faire, mais la restitution n'est pas encore correcte. On a des extensions lecteur d'écran, donc principalement sur NVDA et JAWS. On peut créer un plugin, une extension, en plus de notre lecteur d'écran, pour faire exactement cette même chose, en disant ben, le point médian, tu vas me le remplacer par ça, ou tu vas me passer tout le texte avec telle forme d'écriture inclusive. On a des fonctionnalités de remplacement de caractères. Un qui revient souvent, c'est Leia, qui permet de faire des abstractions, des abréviations inclusives. Ah, je crois que j'ai perdu la connexion. Vous êtes toujours là? C'est toujours là? Oui, toujours. Ah, ok, c'est bon, alors, pardon. J'ai cru. Donc, faire abstraction, pardon, j'y retourne, faire abstraction des abréviations inclusives. Le seul truc, c'est que, ben, comme tout outil comme ça automatisé, il peut y avoir des faux positifs, ça peut mal marcher, il peut remplacer pas forcément les bons mots, etc. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Et puis dans les dernières solutions, ça va être, comme l'a évoqué Sandrine, peut-être de limiter de temps en temps ces types d'abréviations inclusives, c'est-à-dire de ne pas les utiliser obligatoirement, mais de les limiter. Si j'ai un texte, de ne pas utiliser 160 points médians dans tout mon texte, ou quelle que soit l'abréviation inclusive, d'essayer de les limiter pour limiter le plus possible les soucis qu'on peut avoir en restitution, voire de ne pas utiliser d'abréviation, ça c'est peut-être la forme un peu plus brute, et d'utiliser une autre forme d'écriture inclusive, comme l'a dit Sandrine, il en existe plein d'autres. Donc en gros, la conclusion, c'est de se dire, d'essayer de ne pas se focaliser que là-dessus. Les logiciels vont être amenés à évoluer, il y a d'autres formes d'écriture inclusive, et donc se cacher derrière l'accessibilité pour tout jeter, bah, c'est pas très honnête. Je vous ai mis tout plein de ressources de gens brillants qui ont fait des conférences, qui ont fait des articles là-dessus. Si vous voulez continuer à poursuivre le sujet, donc voilà, je vous enverrai la présentation et vous aurez accès à tout ça. Et je suis à votre écoute si vous avez des questions. Et merci pour votre attention. Sandrine, peut-être si toi aussi tu peux remettre ta caméra et si des personnes ont des questions, vous pouvez les poser. Pour répondre à donc Jean-Charles Meunier, effectivement, la question c'était, il paraît qu'on peut remplacer le point médian par des apostrophes et que cela passe pour les lecteurs d'écran. Est-ce une information juste? Ah, donc du coup, d'utiliser de ce que j'ai fait des tests, là encore, il faut vérifier. Il y a, dans les ressources que je vous ai mis, il y a quelqu'un qui a fait tout un tableau avec toutes les différentes types d'écriture inclusive. Donc l'apostrophe, etc. Il y a le point diphénation, j'avoue que je l'ai appris, je ne savais pas ce que c'était, et d'avoir le rendu sur VoiceOver. Je vous le mets tout de suite dans le chat, la ressource. Donc l'objectif, il va être, on a échangé d'ailleurs un peu avec cette personne, il s'agit de Mathis Schneider. L'objectif, il va être d'essayer de complémenter aussi un petit peu cet article-là pour qu'il ne concerne pas qu'un seul lecteur d'écran, parce que là, tout le test, et ce qui est déjà très bien, mais il tourne autour d'un seul lecteur d'écran, aussi dominant soit-il, mais du coup, c'est intéressant d'en tester d'autres. Et donc, c'est ce je pense qu'on sera peut-être amené à faire, et je vous ajoute tout de suite le petit test dans le chat. Pendant que tu fais ça, moi, ça me fait réfléchir à, dans le fond, même avec la voix humaine, de vocaliser des graphies tronquées, de vocaliser des mots avec un point médian, c'est un défi. Fait qu'à mon sens, que le point médian soit nommé comme E.S, si on en a 4-5 dans un texte
ça ne sera pas dérangeant outre mesure. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? Je remonte le chat si je vois d'autres choses. Oui, c'est ça. J'étais un peu moins techno que toi. Je ne savais pas que je pouvais regarder le chat en même temps. Bah, écoutez, on peut dire que c'est fini. Merci à vous deux, c'était vraiment passionnant. À l'oral, un lecteur a tendance à lire comme un lecteur vocal. C'est-à-dire pour La question, c'est la vocalisation de, j'imagine, les formes avec point médian. Où est-ce qu'on recompose le mot? Ce que j'ai vu en général, moi, c'est de développer en disant les lectrices et les lecteurs ou les lecteurs et les lectrices. En général, j'ai vu ça. Je ne crois pas qu'il y ait de règles, mais bon, dites-moi si vous avez une autre idée. Non. Ouais, j'ai pas d'infos là-dessus. Ouais, je pense que ce sera possible de programmer des logiciels qui vocalisent pour prendre ça en compte, mais c'est simplement que ça n'a pas encore été fait. Bref, je vous remercie vraiment pour vos deux présentations qui ont été passionnantes. Pour les personnes qui ont eu le courage de rester jusqu'au bout, merci à vous aussi. On va bientôt annoncer la prochaine date. Et si jamais vous avez un peu de fonds en ce moment, même si c'est compliqué avec la situation sanitaire, sur notre Linktree, vous trouverez le Ko-fi. On a des abonnements à payer pour Meetup ou pour utiliser Google Meet. Donc, si vous avez un peu de monnaie à nous donner, ça nous fera plaisir. Voilà, je vous propose de conclure et de filer. Bonne soirée à vous. Merci à tous. Merci. Bonne soirée.